Acte 2 de la semaine du tribunal de l'actualité. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Twi TV Watt FM pour en tout cas analyser l'actualité. Vous le savez, c'est le tribunal de l'actualité. Et je suis sur ce plateau avec les juges au siège, Bernard Bourma, Geoffroy Vaha. Bonjour et bienvenue. Bonjour Président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bourma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Après plusieurs heures d'incertitude et de folles rumeurs, la situation se clarifie au Burkina Faso. Le pays est désormais dirigé par le MPSR, Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration, avec à sa tête le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. La déclaration de prise de pouvoir a été faite hier dans la soirée. C'est le sujet principal enrôlé pour la présente convocation. Décryptage et analyse des juges au siège après cette première virgule, les avant-propos. Messieurs les juges, vous avez la parole. On commence avec vous, juge Bourma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette seconde convocation de la semaine du tribunal de l'actualité? Merci Président. La CAN et les îles Comores, avec une équipe pratiquement décimée, parce que si on était dans l'ancienne combinaison où il y avait 22 joueurs, les Comoriens allaient se retrouver seulement avec comme 10 joueurs, parce qu'il y a 12 qui ont été effectivement touchés par la maladie à coronavirus, dont les 3 gardiens de but, l'autre étant déjà blessé, les 2 autres out. Et donc, c'est-à-dire que j'ai dit si c'était dans l'ancienne combinaison, on était à combien? 10 joueurs. Donc, ça allait être d'ailleurs très difficile. Donc, c'est une équipe qui s'est voulue résiliente, qui s'est réorganisée, avec un défenseur qui a pris ses responsabilités pour sauver les buts, les cages. On voit un monsieur par moment qui oublie qu'il est gardien de but et qui met les mains derrière quand il y a parce que pour ne pas manier la balle et risquer un penalty. Bon, c'était le réflexe également du défenseur. Donc, j'ai dit, c'est des îles Comores face au Cameroun qui ont réussi à gagner, comment on appelle ça, à gagner dans les cœurs des supporters, à gagner dans les cœurs des admirateurs. 2-1 pour le Cameroun. Et qui, effectivement, par enchantement, les joueurs ne sont jamais covidés. Et c'est les autres qui sont covidés. Et c'est quand vous jouez des matchs d'enjeu. On se rappelle de l'épisode étalon où les uns et les autres avaient été dubitatifs, surtout quand la CAF avait dit que ceux qui avaient fait les tests étaient effectivement des professionnels et que c'était un cabinet indépendant et crédible qui l'avait fait. Bon, on ne pouvait pas trop parler parce que nous-mêmes, pendant nos matchs amicaux, certains avaient été déjà atteints par la maladie à coronavirus 3 d'ailleurs. Voilà. Donc, il y avait, et parmi l'équipe d'encadrement, parmi les journalistes qui devaient aller, et certains membres de la Fédération burkinabé de football qui sont allés faire le test à Ouagadougou, certains ont retardé leur vol compte tenu du fait qu'ils étaient positifs. Donc, on ne pouvait pas trop épiloguer là-dessus. Mais sauf que maintenant, avec le Comore hier, effectivement, ça a laissé songeur. Donc c'est aussi une victoire du Cameroun qui a un goût amer et qui passe difficilement. Et je pense aussi que ce n'est pas à l'honneur d'un pays organisateur, du vieux père Biya et de Samuel Eto'o, ancien professionnel du football, président de la Fédération camerounaise de football, qui s'en sortent avec des victoires à polémique. Oui, à polémique et qui, comme on appelle ça, dont on doute de la fiabilité, de la qualité. Donc, ça va rester effectivement une tache d'huile dans l'histoire. On attend les quarts de finale pour voir comment est-ce que ça va se décider. Est-ce qu'on aura l'équipe adverse qui va être covidée et puis bon, voilà. On dit qu'à vaincre sans... comme on appelle ça, sans péril, sans triomphe sans gloire. Donc, est-ce qu'on s'achemine réellement dans ce cas-là ou bien qu'est-ce qui se passe en réalité? Mais j'ai dit, mon avant-propos, c'est pour féliciter le courage, la bravoure et la résilience des îles Comores, qui, au lieu de véritablement s'apitoyer sur leur sort, ont pris leurs responsabilités et affronté la situation. Et ça, j'ai dit bravo à cette équipe-là. À côté aussi, il faut déplorer les bousculades qui ont entraîné la mort de 8 personnes, dont un enfant de 6 ans dont on fait cas, et les blessés qui ont été certainement évacués pour être pris en charge. Donc là, il faut également déplorer cet état de fait parce que c'est très grave. Le bilan, il est lourd. Pour un match de football, c'est le moment de réjouissance, de passion, mais quand on arrive à de telles extrémités,
c'est fort, donc c'est de la tristesse, donc du courage aux familles, condoléances encore aux familles, et puis bon, et prompt rétablissement aux blessés. C'est ce que j'avais comme avant-propos. Merci, juge Bougma. Juge Vara, vous avez la parole. Oui, merci Président. C'est clair que les avant-propos devraient tourner autour de notre actualité. Maintenant, comme c'est le sujet qui est enrôlé, on va en chercher d'autres. Parce que aussi le temps où on vivait des heures assez difficiles et dans une bonne confusion, il y avait nos étalons qui arrivaient à se qualifier pour le tour suivant avec beaucoup de peur et puis beaucoup de difficultés pour certains à pouvoir continuer de suivre, pour ceux qui sont un peu faibles du cœur, parce qu'on nous a contraints au tir au but et un match qu'on aurait pu plier un peu plus tôt. Mais on retiendra la victoire, on retiendra la qualification et on espère que ces étalons-là auront le temps de se remettre très vite parce que le match a été éprouvant physiquement et puis mentalement. On espère que ils vont se remettre pour la suite. Moi, je pense que le meilleur à retenir, c'est la qualification. Merci, messieurs les juges, pour ces clés de lecture. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi sur le coup de 8h sur les médias leaders True TV et Watt FM. L'information qui a été une rumeur pendant plusieurs heures est finalement confirmée. Le lieutenant-colonel Harry Sandaogo Damiba est désormais le nouvel homme fort du Burkina Faso. Il dirige le MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Le mouvement qui a revendiqué le coup d'État, encore un coup d'État qui met un coup d'arrêt, j'allais dire, dans le processus d'ancrage de la démocratie au Burkina Faso. Juge Bougma. Oui, c'est effectivement un coup d'État maintenant consommé parce que c'était des rumeurs depuis dimanche au petit matin, dont une déclaration qui avait été annoncée n'a finalement été rendue publique hier, pratiquement l'après-midi. Donc tout est maintenant plié, consommé, et parce qu'on a vu aussi la lettre de démission du chef de l'État qui a circulé hier nuit, qui a même été présentée à la télévision nationale, même si certains polémiques sur la signature, mais en tout cas c'est une lettre qui a été lue à la télévision nationale, donc présentée comme manuscrite, également présentée comme lettre de démission du président Kaboré. Donc j'ai dit, parce que nous avions aussi entendu que présentant sa démission, normalement les dispositions constitutionnelles devraient être mises en selle. Nous avons aussi appris que M. Alassane Balassa Kandé, le président de l'Assemblée nationale, a poliment décliné l'offre de prendre effectivement le pouvoir dans ces conditions. Donc la suite, on la connaît. Bon, ceux qui ont effectivement passé le coup l'ont assumé jusqu'au bout. Donc c'est ce qu'on constate, que maintenant c'est clair que le coup d'État il est plié et naturellement on passe à autre chose. D'accord. Alors, juge Vara, environ 48 heures avant une déclaration officielle sur justement la situation nationale, pendant cette période de flottement et d'incertitude qui a duré pour certains une éternité, est-ce que vous avez compris un peu ce flottement-là? Pourquoi tant de tractations avant qu'on arrive à ce que tout le monde avait annoncé plusieurs heures avant? Oui, mais je pense aussi que tout trouve sa source dans la façon dont les choses ont commencé. Au départ, lorsqu'il y avait les tirs, c'était d'abord dans les casernes. Et puis, si vous avez souvenance, le dimanche, les choses se sont tassées un peu en journée. Un calme qui était relatif. On entendait quelques coups de feu, mais il semblait que ça s'était un peu calmé. Pour qu'on puisse avoir même d'ailleurs un ministre de la Défense venir donner le détail sur ce qui se passait au niveau de la télévision nationale. Donc on s'est dit, il y avait un genre de maîtrise de la situation ou de circonscription, en tout cas de ce qu'il y avait comme expression de mal-être au niveau des casernes. Maintenant, nous tous on a suivi. On peut le comprendre parce que on se dit, au départ, il y avait des revendications qui n'étaient pas celles du départ d'un président. Et après, les choses ont vite viré. Et puis, on a vu le lundi matin annoncer que il y avait quelques heures déjà, le président du Faso avait été arrêté et que, le président Kaboré avait été arrêté et que
voilà, il y avait d'autres discussions qui étaient en train d'être menées. Donc je pense que c'est la façon dont les choses ont commencé qui ont fait qu'on est resté dans ce gros flou. Moi je me rappelle que jusqu'à hier dans la matinée, à un moment donné on s'est dit bon écoutez, il faut qu'on se lance parce que les Burkinabés ont besoin d'être informés. On a dit bon, on va prendre sur nous de faire un direct. On a préparé les choses avec Bernard Bougma, on a tenté d'avoir le maximum d'informations pour ne pas se risquer à des analyses ou à donner des informations qui pourraient créer problème parce que la situation était quand même assez délicate. À 13h, on a ouvert une session en direct, mais avec on va dire des informations qu'on ne pouvait ni confirmer ni infirmer, avec des informations qui étaient contradictoires, et voilà, mais on a partagé tout ce qu'on avait avec voilà, le pouls de la situation de Ouagadougou. Vous n'aviez pas d'interlocuteur parce que à la réalité ceux qu'on avait traditionnellement qui étaient les communicants notamment du pouvoir rock, Kaboré n'était plus en capacité de nous dire quoi que ce soit. Donc on a compris que c'était quand même assez chaud, mais on ne pouvait pas confirmer grand chose. Mais on a partagé ça, on s'est pris quand même sur nous voilà, l'obligation d'informer, et puis on a ouvert un direct, mais c'était dans le contexte de celui d'information non confirmée, mais c'est dans la soirée de lundi qu'on a pu être beaucoup plus à l'aise pour donner des informations plus tangibles, parce qu'il y avait des actes clairs qui avaient été posés et tout, et on avait nos journalistes qui étaient devant la télévision nationale parce qu'on savait qu'il y avait l'annonce d'un discours. Et n'oubliez pas que dans la c'est même depuis dimanche qu'on nous parlait d'une déclaration qui devrait avoir lieu. Et on a vu la bande déroulante le dimanche matin. Après, cette bande déroulante, elle a disparu, donc tout au long de la journée. Mais nous, on a fait le pied de grue là-bas avec nos hommes, nos journalistes, histoire de pouvoir piquer les choses claires au moment voulu et pouvoir informer. Donc, c'est une situation qui était assez difficile, en tout cas pour les collecteurs d'infos que nous sommes, parce que pour traiter, il faut d'abord collecter, et donc il faut avoir de la matière, et cette matière-là, on ne l'avait pas comme beaucoup de Burkinabés. D'accord. Mais on s'est fait fort d'informer, en tout cas, comme on pouvait. Alors, contrairement à ce qu'on a vu en 2015, il n'y a pas eu de résistance populaire. Peut-être qu'il est trop tôt de le dire. Est-ce que, comme juge Ouma l'a dit, vous confirmez, vous estimez que le coup d'État est consommé? De ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui, ce que je remarque moi, c'est que je me rappelle, il y avait le dernier invité qu'on a reçu ici, c'était Bassol Babazier. Il disait qu'il y avait un fort risque que le régime se retrouve seul. Parce que ceux qui encouragent ou qui tiennent un certain nombre de propos, ceux-là ne seront pas là quand ça va cailler, quand ça va chauffer. Je pense que c'est ce à quoi on a assisté. Et puis, je crois qu'on était tous dans Ouagadougou, on était tous un peu dans la capitale et tout. On a pu voir dans les quartiers à l'intérieur et tout, comment les gens se comportaient allègrement dans les petites buvettes et autres où l'on pouvait encore s'asseoir. Les gens sirotaient leur bière et attendaient avec le petit écran à côté, voir comment les choses vont évoluer. C'était pas plus que ça. On n'avait pas senti une volonté quelconque de faire échec à un coup de force. Parce que pour beaucoup, il y avait une exacerbation qui était partagée, ça faut le dire de façon très claire, face à l'insuccès qu'on avait sur le terrain et face à la question sécuritaire qui était devenue préoccupante, pour laquelle visiblement il n'y avait pas de réponse intéressante. Et puis, je crois aussi que tout ne commence pas dimanche. Samedi, vous avez la forte mobilisation qu'il y a eu au centre-ville, même que des décisions avaient été prises pour empêcher les manifestants de rejoindre, par exemple, la place de la Nation. Vous avez vu que ça a été bravé. Les gens ne sont pas restés à la maison. Donc, on sentait les prémices d'une exacerbation, d'une exaspération. Et je crois que c'est le couronnement de ça qu'on a pu constater avec ce qui est arrivé maintenant. Et votre question, elle est bien posée.
peut-être que jusqu'à présent, on pourrait dire qu'on ne voit pas de réaction contre majeure, transpirant des populations et tout, mais la vérité, c'est que les gens s'en sont accommodés et voilà, c'est la réalité. D'accord. Alors, après la déclaration de prise de pouvoir, les réactions n'ont pas tardé sur les réseaux sociaux, des personnalités publiques, des leaders d'opinion, des présidents du parti ont déjà donné leur lecture de la situation. Alors, juge Bouma, pour beaucoup, tous les ingrédients étaient réunis pour qu'on arrive à ce scénario-là. Est-ce que vous confirmez, vous estimez que c'était prévisible en tant que canaliste politique? Bon, c'est aussi la particularité de ce putsch-là, parce que les signaux, en tout cas, étaient clairs que ça n'allait pas, ça grognait dans les rangs, et que même sur le plan politique, il n'y avait pas suffisamment de sérénité. Et c'est aussi un pouvoir en place donc au niveau de l'APMP. Mais quand vous regardez, il n'y avait que quelques personnes à un moment donné qui assumaient des sorties publiques de prise de position suffisamment assumées. Après l'attaque d'Inata, c'est quand les choses se sont tassées que les vrais cadres du MPP ont investi les médias, et un week-end on a suivi ce branle-bas médiatique de ces cadres du MPP. Alors qu'au moment où c'était vraiment chaud, après l'attaque de Inata, il y avait les autres de l'APMP, Benewende Sankara, qui avait fait sa sortie, Abdul Karim Sango, du parent également, qui avait fait sa sortie, mais les autres étaient pratiquement sous silence, chacun observant et se demandant où est-ce que les choses allaient se stabiliser. Je dis bien, c'est quand ça s'est stabilisé qu'on a vu vraiment les sorties du parti au pouvoir. Donc, mais après la nomination de M. Zerbo au poste de Premier ministre, suivi donc de la mise en place du gouvernement, les murs du MPP se sont encore davantage lézardés, parce qu'il y en a qui attendaient leur heure, qui n'ont pas vu. Et à telle enseigne qu'à une réunion du bureau exécutif national, la réunion n'a pas tenu plus de 30 minutes. L'argument qui a été déposé sur la table, c'est qu'il y avait le match des étalons. Mais en réalité, ce n'était pas beaucoup ça. Parce que l'ordre du jour aussi, c'était de voir comment est-ce qu'il fallait continuer la marche du 22. Mais il y en a qui ont trouvé des arguments. J'ai un engagement social, il y a un mariage, il y a des funérailles au village. C'était des arguments qui avaient été effectivement lancés pour ne pas pouvoir y être. Donc, sur le plan politique, ce point-là avait déjà cédé. Et donc, c'est aussi un chef de l'État à un moment donné qui ne savait plus à qui véritablement se fier dans cette euphorie-là. Donc, qui a choisi un entourage lui-même, parce que c'est lui qui les a appelés. C'est vous qui choisissez votre entourage quand vous dirigez. Et un entourage également qui ne lui facilite pas la tâche. Un entourage qui a aussi contribué ensemble à scier la branche sur laquelle ils sont tous assis. Parce que vous êtes à la présidence, vous commettez des indélicatesses dans la gestion du bien commun, dans la gestion du bien public, et également pour nuire à l'autre, vous les rendez en même temps publics parce que vous voulez qu'un autre tombe, tout en sachant que ce qui va sortir, c'est vous tous qui allez assumer. Donc, ce point-là, effectivement, a cédé. Donc, il y a à telle enseigne que dans ses confidences, le chef de l'État aurait dit un jour à un de ses proches que, bon, écoutez, même si, bon, moi, on me fait tomber, ça fait quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est comme si le chef suprême des armées ne croyait plus, effectivement, en ses capacités de pouvoir remonter la pente, de pouvoir remonter la barre. Alors que, je dis bien, les signaux ont été effectivement émis, même dans son propre camp, même au sein de la PMP. Les sorties de plusieurs cadres de la PMP, c'était beaucoup plus dans ce sens de dire, il est l'heure de secouer le cocotier, il est l'heure de faire ci, il est l'heure de faire ça. Le président sort, il promet une opération mais propre, mais qui n'est pas venue jusqu'à la fin. Et qui dit, je vais confier la gestion au Conseil supérieur de la magistrature, et pour les professionnels de la justice comme Guy Hervé Kam qui était sur notre plateau, non, ce n'est pas au CSM qu'il faut confier ce dossier. Mais il y a un procureur et tout ce qui va avec. Le CSM, c'est tout autre chose. Donc déjà, il y avait ces questions-là. Donc, ce qui restait, c'est qu'il y avait cette grogne-là. Et beaucoup avaient fait la lecture que si nous sommes dans cette situation, il y avait deux hypothèses. Soit des hommes de l'intérieur sabotent la machine pour pouvoir la récupérer, soit le chef, le commandant, le capitaine de bord cherchait lui-même une sortie. C'était une bouée de sauvetage pour pouvoir effectivement s'en sortir. On était dans les deux hypothèses.
Mais quoi qu'il en soit, les signaux qu'à tout moment, quelque chose pouvait se passer, le régime pouvait être renversé, les signaux étaient très visibles. C'était très visible, même dans les rangs de ceux qui sont au niveau du pouvoir, parce que dans les offres, certains ne se lassent pas de dire « nous sommes inquiets ». Ce n'est pas évident parce qu'à la nuit où vont les choses, et un matin nous pouvons nous réveiller et c'est fini. Certains l'ont dit ouvertement, qui sont des cadres également du parti au pouvoir. Je ne parle pas de ceux de l'opposition, ni de ceux également de la société civile, proches ou pas de ce parti au pouvoir. C'est ce qui fait que quand les marches ont été programmées, la marche du 27, on a même frôlé le pire. À la marche du 27 novembre, c'est-à-dire que si la situation prenait une autre tournure, ce n'était pas évident par rapport effectivement à ce que le MPP avait mobilisé comme également renfort éventuel. Mais maintenant, après la nomination la mise en place du nouveau gouvernement, toute cette ferveur est retombée parce que beaucoup se sont sentis frustrés, se sont sentis lésés. Donc on dit bon, nous aussi on ne fait plus rien, advienne que pourra. Donc conséquence, vous tombez ensemble. Donc et la dernière marche du 22 janvier, quand nous échangeons avec certains, nous posons la question 1. Pourquoi est-ce qu'il y a tout ce remue-ménage, ce branle-bas? 2. Pourquoi cette frilosité? Bon, certains interlocuteurs ont dit il y a des informations peut-être que vous n'avez pas, mais c'est sûr que ces personnes ne croyaient pas si bien dire. Effectivement, après vérification, on se rend compte que ce n'était pas pour rien. Et naturellement, au petit matin de dimanche, donc quelques heures après cette marche interdite et réprimée, on entend les coups de feu au niveau des casernes et la suite on la connaît. D'accord. Alors, juge Va, c'est vrai que Bernard l'a dit, avant la chute du pouvoir, le pilier politique avait déjà cédé. Il y a eu des sorties d'anciens camarades, je dirais, ou d'anciens alliés du parti au pouvoir, notamment quand on se rappelle cette sortie de Garfa Nyanou et aussi de Yelik Monikam, qui avait surpris à son temps l'opinion nationale. Est-ce que ces sorties-là et les arguments, sinon ce qui a été avancé, n'ont pas précipité aussi les choses? Oh non, moi je pense que eux, même de l'intérieur de la majorité, sentaient le désamour qu'il y avait au fil de l'insuccès et au fil des résultats qui n'étaient pas probants. Vous savez, la date de divorce, ce n'est pas le début des problèmes. C'est là où on acte la séparation. Ça veut dire que les problèmes ont commencé il y a longtemps qu'on est dans le désamour. C'est ça la réalité. Et pour moi, ce qu'on a vu dimanche, et là qui est posé par les militaires, c'est l'acte de divorce qui a été posé. Mais le désamour avec les populations et beaucoup d'autres composantes de notre société a commencé il y a longtemps. Sur les satisfactions face à l'offre domestique du régime Roch-Kaboré relativement à la question sécuritaire. Le nombre de déplacés, on est en train de partir vers les 2 millions. La question de leur gestion, ça a posé problème avec quelquefois des scandales sur des détournements et tout. C'est des choses qui n'étaient pas acceptables. Il y a eu Inata, qu'on ne va pas encore appeler, avec la cinquantaine de morts, durement vécus par notamment nos hommes détenus. Et puis, il y a eu les débats sur la question de la qualité des armes qui leur sont données. Et regardez, ça ressort dans les revendications dès dimanche matin. La question aussi de leur nombre, la question de leur prise en charge lorsqu'ils sont blessés. Donc il y a beaucoup de questions comme ça qui posaient problème. Et puis il y a la question de la gouvernance en elle-même. Vous savez, vous ne pouvez pas être en guerre, vous ne pouvez pas être dans cette situation-là, et puis on a l'impression que pendant que des gens sont en train de donner tout ce qu'il faut, parce que ce qu'on a de plus précieux c'est la vie, lorsqu'on est prêt à le donner au fond, alors que certains s'en mettent plein les poches ici avec des scandales de détournement qu'on a ici et là, c'est pas possible. C'est pas acceptable. Et ça, petit à petit, ça construit je dis, c'est pas un imaginaire populaire, mais ça construit un genre de vomissement de votre façon de gérer, de votre façon d'être. Et ça s'est construit petit à petit. À un moment donné, c'était devenu criard. On a vu, et c'est là pour moi où il y avait certains signaux quand même. Des gens qui avisaient de aller sur le site de la présidente du Faso ou sur des postes du président et critiquer vertement ou bien aller à la limite de l'injure. Les gens n'avaient plus peur de défier l'autorité. Les gens n'avaient plus peur de dire ce qu'ils pensaient. Et ça, c'est des choses qui sont construites petit à petit. Et donc,
bon, ça me rappelle un peu quand on regarde, parce que c'est quoi l'élection, c'était novembre 2020, les élections. On est à 1 an, 2 mois, je pense, en gros, après 1 an, 2, 3 mois maximum. 57% un coup KO, 50% de taux de participation, c'est la preuve aussi que ce que nous avons comme expression et photographie de notre démocratie n'est pas si abouti. Les choix ne sont pas vraiment, si on veut prendre au sens large des choses, ne sont pas forcément le choix de la grande masse. Il faut travailler encore à avoir une expression qui soit vraiment plus démocratique, qui soit vraiment l'ancrage d'une expression plus partagée lors des élections. Sinon, après, c'est un peu remis en cause. J'ai dit, cela me rappelle quelque chose, c'est même Ibeka. Ibeka, c'était qu'en 2018, il avait été réélu, mais ça n'a pas duré, il est tombé. Parce qu'il y a la rue qui ne supportait plus certaines indélicatesses, les questions de gouvernance, auxquelles il disait je vais apporter des réponses, mais ça n'a pas changé. Et pour finir, affaibli, c'est l'armée qui est venue terminer le travail en donnant l'acte de divorce. Mais le problème, ils avaient commencé, il y avait très longtemps, le désamour s'était déjà exprimé et ça devenait compliqué. Mais je pense aussi que concernant, par exemple, pour revenir sur le cas de la présidence Roch Kaboré, il y a eu beaucoup d'alertes, il y a eu pour moi, beaucoup de virages où tout pourrait aller en vrille, mais où ça continue de rester quand même sur les rails. Mais il y a eu beaucoup de chances qui ont été données. Ça, il faut le dire de façon très claire. Même quand on regarde son dernier discours après Inapa, où il dit « j'ai compris », il a compris clairement aussi que c'était devenu difficile et qu'on était au bord d'une situation où les gens se demandaient « on reste avec lui ou pas ?» Parce qu'on se rend compte que ça ne va vraiment pas et on a l'impression qu'il n'y a pas une prise de conscience relativement à ce qui est en train de se passer. C'est pour ça, dans son discours, il a dit « j'ai compris », mais avait-il vraiment compris? Et dans ce qu'il annonce comme élément fort, je pense que les Burkinabés en attendaient beaucoup, surtout sur la question de la gouvernance. Quand il a dit opération main propre, les gens attendaient des noms. Quand on a reçu ici le professeur, le docteur Ibriga de la SULC, qui a été échangé, on lui demandait mais pourquoi est-ce qu'on n'entend pas des noms? Il dit non, si c'est des noms, on va les lui donner. On a une première rencontre, on en attend une deuxième. Parce que il y a tellement dans les journaux que nous avons, il y a tellement de faits qui sont ressortis sur des indélicatesses en matière de gestion qui concernent des personnes qui sont ses amis, ses proches et tout, que le Burkinabé n'arrive pas à comprendre que ça continue ainsi. Ils se sont dit, il a compris, sûrement que maintenant, on aura cette opération main propre, il y aura la gestion par l'exemple. Mais là encore, on a vu comment est-ce que ça s'est passé. Quelques temps après, il dit aux journalistes lors d'une interview, il y a la SULC dont on a renforcé les prérogatives qui pouvaient s'assumer, il y a le procureur qui doit s'assumer. Et non, si vous dites que vous allez changer les choses, c'est parce que vous avez une dynamique impactante. C'est ce que le peuple attendait à un moment donné. Et ça, on ne l'avait pas vu. Donc, on fait des promesses, dès que la tension semble passer, on revient dans le train-train quotidien. Et ça, il faut dire qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui, je ne dirais pas qu'il y en avait marre, mais qui s'en lassaient maintenant, qui ne croyaient plus aux promesses qui commençaient à être faites. Et je pense que c'est ça qui transparaît dans le manque de réaction qu'on a et dans l'apparente acceptation facile de ce qui est en train de se passer et de ce qui s'est passé. Autre part, vous verrez des personnes qui se réclament d'un camp venir dire on n'est pas d'accord, mais là on a l'impression que c'est passé le plus tranquillement possible. Et ça, je pense que c'est la leçon aussi pour ceux qui nous gouvernent ou ceux qui vont venir, c'est que vous avez beau être fort, vous avez beau penser que tout va se faire, il n'y a pas de souci, c'est moi qui suis là, mais c'est un genre de défi que vous donnez à celui qui vous met là, c'est le peuple qui vous juge à la fin, qui attend des résultats probants, qui s'il n'est pas content, vous regardera. Ce n'est pas ceux... Regardez, avant qu'on ait cette situation, rappelez-vous des communications qu'on a eues, même sur la copie d'Internet. Circuler, il n'y a rien à y voir, on n'a pas d'explication à vous donner. Quand on commence à rentrer dans ce type de discours-là, on ne met pas les gens derrière soi. On ne partage pas
l'union sacrée dont on parle et tout, ça devient difficile. Vous vous mettez sur le côté, vous vous dites que bon, c'est vous les forts, c'est vous qui faites ce que vous voulez, mais je pense que ça finit par exacerber les gens, que ce soit les interdictions de manifester, parce que les gens à un moment donné, ils avaient besoin d'exprimer un courroux qui était légitime face à des résultats qui manquaient à venir. Donc les interdictions, elles n'étaient pas bonnes. Les coupures d'internet et autres, c'est-à-dire que l'incapacité des gens à extérioriser ce qu'ils avaient par des manifestations ou aujourd'hui à l'aide du numérique par des postes, vous aviez la claire lecture de ce qui est en train de se passer, vous avez le vrai pouls. On a voulu casser à un moment donné le thermomètre et puis voilà, le mercure nous a sauté au visage. D'accord. Alors c'est vrai qu'il y a une question qui a longtemps trotté dans la tête des Burkinabés, qui allait être le visage de ce coup d'État-là. Désormais on connaît l'appareil politique, c'est le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. On connaît son leader, c'est le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Qu'est-ce qu'on connaît de l'homme? Bon, je pense que ce qu'on connaît de l'homme avait été déjà dit au réveil d'hier matin, parce que les publications étaient faites dans la nuit de dimanche à lundi. Au réveil, on a vu sur les réseaux sociaux, c'est vrai que bon, ceux qui étaient sur la connexion mobile, c'était difficile, mais bon, ceux qui étaient sur le Wi-Fi ont déjà vu le profil de l'homme. Donc, c'est un ancien du RSP qui avait été affecté à Douri après les événements de 2011, donc les mutineries qui ont secoué le pays en 2011. Donc il a commandé le 11e RIC, donc le régiment d'infanterie commando, après qu'il s'est retrouvé à Wayouya pour la même chose. De Wayouya, il a passé la main d'ailleurs au lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, d'ailleurs dont on se pose la question aujourd'hui sur le sort. La parenthèse, Emmanuel Zungrana qui avait été indiqué comme le cerveau de la préparation d'un coup d'État, donc qui est aux arrêts. Donc la question c'est, est-il libéré ou pas, parce qu'il avait été dit que ce sont ces hommes qui d'ailleurs qui manifestent. Voilà. Donc pour le moment il n'est pas encore libéré. Alors est-ce qu'il est détenu d'ailleurs où? Toutes ces questions c'était difficile de savoir, parce qu'il y avait l'oumerta autour de cela. Donc pour revenir au lieutenant-colonel Damiba, j'ai dit bien qu'il passe la même et qui vient à Ouagadougou au camp général Babassi comme chef de corps du 30e régiment de commandement d'appui et de soutien. Et après les événements d'Inata, qui a été nommé comme commandant de la 3e région militaire. En décembre dernier. La région militaire, la 3e région militaire, c'est Ouagadougou, Kaya, Koudougou, Fadangourma, Imanga. Et donc, et là. Mais quand vous regardez ceux qui étaient hier à la télé pour la déclaration, en dehors du lieutenant-colonel Damiba, et de l'autre lieutenant-colonel, l'enseignement pris, paraît qu'il s'agit du lieutenant-colonel Victor Tankwano, si nos renseignements étaient exacts. En dehors des deux, tout le reste, ce sont des capitaines. Ce sont des capitaines, et même les éléments des forces spéciales sont des capitaines. L'autre aspect, ce sont tous des éléments, selon nos informations, de l'AMGN, comme on appelle l'Académie militaire Georges Namano, donc Pau. C'est-à-dire que c'est aussi un retour de l'histoire, parce qu'il y a eu aussi la période des capitaines au Burkina. Donc, capitaine Blaise Compaoré, capitaine Thomas Sankara, capitaine. Donc, aujourd'hui, ce sont des capitaines également qui, effectivement, hier y étaient. Donc, les mêmes informations indiquent que c'est d'ailleurs eux qui ont mené l'offensive, et le lieutenant-colonel Damiba, bon, il n'a pas refusé l'offre, mais certainement a été mis face à la situation, mais c'est beaucoup plus une offensive lancée par les comment on appelle ça, ces sous-officiers-là, par ces capitaines-là. Mais on regarde, vous voyez, il y a presque tous les corps qui sont représentés en dehors, naturellement, de la gendarmerie qui n'y est pas. Il y a les forces spéciales, il y a l'armée de l'air, et puis c'est d'ailleurs un de l'armée de l'air qui a lu la déclaration. Donc nous sommes effectivement dans cette situation. Donc des commandos de Pau, comme on le dit, le lieutenant-colonel, lui d'ailleurs étant de la 7e promotion. Donc de la 7e promotion avec certains boys comme Evrard Sonda et d'autres. Donc j'ai dit c'est cette génération de jeunes sous-officiers dont certains étaient en avant de la lutte pour s'opposer au coup d'État de l'ex-RSP,
et même si certains étaient issus des rangs de RSP, donc ils se retrouvent aujourd'hui propulsés au devant de la scène. Donc on attendra naturellement la composition de toute l'équipe dirigeante pour voir comment est-ce que cela va se retourner. Bon, comme ils disent qu'ils vont rentrer dans des concertations avec les forces vives. Est-ce que le lieutenant-colonel Damiba va continuer à gouverner ou bien est-ce qu'il va passer la main à un militaire civil ou civil? On a vu le cas au Mali, où Goïta et ses camarades avaient remis le pouvoir à comment on appelle ça, à un colonel qui était pratiquement un gradé qui était pratiquement à la retraite. Donc on ne savait pas si c'était un civil ou militaire, mais parce qu'en tout cas il n'était plus sous le drapeau. Voilà. Donc est-ce que ça va être un scénario comme ça, ou est-ce qu'il va conserver maintenant avec un premier ministre civil comme on l'a vu au Mali, ou bien pendant la transition burkinabé? Toutes ces choses-là, c'est, comment on appelle ça, c'est à voir. Donc, on est dans ce regard-là. Mais là, on attend parce que, voilà. Donc, mais ce qui est dit également, c'est que c'est surnommé Jet Li ou l'armée. Ce sont ces deux surnoms. Il a un surnom Jet Li qui semble être le plus connu, mais l'autre surnom aussi, c'est ceux qui l'ont surnommé l'armée. Par rapport à sa rigueur militaire, son intransigeance sur certaines questions. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'après 2011, il n'est pas resté après la mutinerie. Il n'était pas seul qui ont quitté le RSP après cette mutinerie-là. Certains avaient quitté avant, mais bon, voilà. Donc, c'est ce qu'on sait effectivement de lui. C'est un commando de Pau qui rappelle également 83, où pratiquement c'était des éléments de Pau, Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Diendéré et autres. Et on se rappelle également que dans la légendaire nuit, donc le 15 octobre 87, quand on suit les témoignages au niveau du palais, certains sont rentrés de Pau également pour prêter main forte pour que le coup d'État puisse effectivement se dérouler. Est-ce que c'est un remake de l'histoire? Toujours est-il que ce sont des éléments de l'académie militaire Georges Namano de Pau. Voilà, selon les informations, si elles sont exactes, parce que dans ces conditions, il faut vraiment être prudent. Alors oui. Il faut être très prudent. Il y a aussi d'autres questions, d'autres points d'interrogation. C'est notamment le visage civil de ce coup d'État-là. Est-ce qu'à l'étape actuelle, on a des informations? Parce qu'en pareille situation, il semblerait, enfin, il y a aussi des civils qui sont impliqués, parce qu'il y a l'aspect politique qu'il faut prendre en compte. Là, Président, vous me tendez une colle. Non, c'est très difficile de trouver de ne pas trouver des mains civiles derrière un coup d'État. Les militaires disent d'ailleurs que si vous n'avez pas de civils avec vous, c'est très difficile. Donc peut-être que vous ne les associez pas au tout début, mais à un moment donné, vous en avez besoin pour certaines entrées, pour certaines portes, parce qu'il y a des moments où il faut effectivement des civils à côté. Donc nul doute que même si on a l'impression que c'est un mouvement spontané, et même si ça va être difficile qu'il n'y ait pas des civils qui accompagnent. Et parce que parfois il y a du pont aussi qui est fait à travers certains éléments qu'on ne voit pas à la télé, qu'on n'entendra pas sur une chaîne de radio, encore moins s'exprimer sur quelques médias que ce soit, mais qui sont réellement les ponts, qui sont soit des réservistes, c'est-à-dire ceux qui sont à la retraite, mais qui sont devenus pratiquement des civils, qui causent tout le temps avec les civils et tout, qui ont réussi effectivement leur mue, qui sont dans des activités civiles ou dans des activités civilo-militaires, donc qui ont des cabinets peut-être de sécurité, mais qui établissent le pont effectivement avec les civils, parce que certains même sont devenus des hommes politiques. Donc il y a ces questions-là aussi à voir. Et ces hommes-là, il y en a. Il y a ces hommes qui sont là avec eux, qui les prêtent main forte en termes voilà. Donc il y a effectivement ces hommes. Mais qui sont-ils? Mais l'autre question qu'on pourrait se poser, derrière ces hommes, qui a-t-il réellement? Donc derrière ceux qui ont pris le pouvoir, qui a-t-il réellement? Derrière ceux qui prêtent main forte, qui a-t-il réellement? Et le vrai enjeu est à ce niveau-là. Donc que ce soit dans la dénomination, que ce soit ceux qui dirigent, comment on appelle ça, qui sont-ils, d'où sont-ils venus, et ceux qui prêtent main forte, qui envoie celui qui prête main forte. Si vous, Président, vous m'envoyez prêter main forte quelque part, on me verra. Mais peut-être que moi, je suis en mission commandée. On dira que c'est Bougma qui est avec X ou Y, mais en réalité, Bougma agit pour quelqu'un. Voilà. Donc, on se rappelle que M. Bassolma, d'ailleurs, disait que quand il a lancé son mouvement, des personnalités ont préféré envoyer des gens
des hommes de confiance. Plutôt que de s'afficher. Donc c'est également la même chose. Donc aujourd'hui c'est très difficile de dire oui. Maintenant on voit aussi des civils qui sont contents, qui s'affichent en photo, qui avaient des photos de ces personnes-là. Certains même ont tenté, n'ayant pas une photo avec M. Damiba, sont allés prendre leur photo et prendre la photo de Damiba, coller et publier. Bon, pour dire on est ensemble. Donc, et c'est sûr aussi que les rapprochements ont commencé. Certains n'ont pas fait mystère hier en nous confiant que nous aussi on verra comment nous allons nous positionner avec ceux-là. Donc ça, ces questions étaient également abordées par des hommes politiques et de la majorité. La majorité s'entendant par la PMP de façon générale, mais aussi de l'opposition et certains comme on appelle ça, de la société civile qui disent on verra comment est-ce que nous positionnons. Donc ce rapprochement des civils également peut intervenir même après le coup d'État. Et c'est sûr que depuis hier, ce qu'on a vu à la télé, naturellement les téléphones continuent de crépiter et les proches parents certainement vont jouer les go-between ou bien comme on appelle ça, les intermédiaires pour certains. Donc mais pour le moment, c'est difficile de dire qu'il y a tel visage civil. D'accord. Alors, juge, l'autre intérêt, c'est le contenu du discours lors de l'annonce de la prise de pouvoir. Alors, c'est vrai que la question que beaucoup se posaient, c'est quels sont les arguments qui vont être déposés sur la table pour justifier ce coup de force et la suite qui va être donnée, notamment en termes de transition, le délai pour un retour à l'ordre constitutionnel. Qu'est-ce que vous avez retenu finalement de ce discours-là? Non, je crois que pour moi, c'est pas tant le discours là qui pour les Burkinabés était attendu, c'est avoir des visages sur toutes les rumeurs qu'ils entendaient depuis. Et n'oublions pas que même le nom de M. Henri Damiba ne faisait que circuler déjà depuis. Donc, il y avait donc cette réalité. Et beaucoup même n'ont pas vraiment écouté. Ils ne faisaient que dévisager le parterre de militaires qu'on avait à la télévision nationale, cherchant si on pouvait reconnaître quelqu'un qui était ces messieurs-là. Mais je pense que depuis dimanche, on sait un peu les raisons de leur sortie. C'est qu'ils demandent plus, ils demandent d'être mieux traités, et la situation, c'est que la réalité ne vient pas. Donc, je pense que la question de la justification du coup d'État, ce n'est pas trop ça le plus important. On y est déjà. Pour moi, c'est ça la réalité. Maintenant, là, et ça ce qui est intéressant, je crois que dans votre question, c'est l'observation des Burkinabés sur là où on va aller et avec qui et comment. C'est pour ça tout à l'heure la question concernant Bernard qui est derrière ou avec qui l'attelage suffira pour ce qui est des questions de décision ou quoi que ce soit. C'est là où ça sera très intéressant de voir. Parce que à la réalité aujourd'hui, les Burkinabés ont accepté tout ça. Les Burkinabés, de façon générale, se sont montrés, en tout cas, je ne dirais pas favorables, mais ont bien regardé les choses se faire. Mais parce qu'ils se sont rendus compte qu'on était dans une situation où la sécurité là continuait de se dégrader davantage. Je pense que ça, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est là-dessus aussi qu'il sera attendu. C'est plus de sécurité. C'est ce que le Burkinabé veut. C'est plus de sécurité. Entendre qu'il y a moins de déplacés, qu'on est en train de reprendre du territoire et que certains déplacés commencent à retourner chez eux. C'est cette inversion de tendance-là que les Burkinabés attendent depuis. C'est ce qu'ils n'ont pas eu et qui fait qu'ils se disent voilà un espoir nouveau qui peut se construire. Donc, ils seront aussi vigilants sur l'offre qui sera faite. Maintenant, c'est des militaires eux-mêmes qui ont les rênes. C'est un peu, je dirais bien encore comme je faisais le parallèle avec le cas malien, c'est dire, vous dites on ne vous donne pas, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, mais c'est vous qui l'avez maintenant. Qu'est-ce qui sera fait, avec qui vous allez, c'est là où on observe. Maintenant, n'oublions pas aussi que et ça il faut se dire la vérité, dans la situation dans laquelle on est, tout le monde, pour ceux qui applaudissent, les gens n'applaudissent pas pour les mêmes raisons. Il y en a qui sont dans la revanche, qui ont envie qu'on revienne à un certain ordre et qui comprennent même le mot restauration d'une certaine façon. Quoique on n'ait rien dit sur la question de la restauration, on attend de voir. Même la question du territoire national, il attend d'être restauré dans son entièreté, ça peut être ça aussi. Mais il y en a qui voient un certain ordre qui pourrait revenir. Et là-dessus, vous allez voir que ça va créer des clivages sur le plan politique parce que tout le monde n'est pas du même bord et c'est une réalité. Donc on attend de voir concrètement vers où on va voguer. Et
qu'est-ce qui est en train d'être concocté. Et je pense que c'est trop tôt d'avoir des avis parce qu'on a du militaire en face de nous. On n'est pas face à des messieurs dont on peut faire le portrait d'une évolution politique qui pourrait nous permettre de lire sur des accointances possibles, des tendances ou ceci ou cela. C'est un peu compliqué. Les choses qu'on sait, c'est des actes. Et ce qu'on a comme évolution dans une carrière militaire qui ne nous permet pas d'avoir une lecture sur des positions politiques. Mais ce dont on se rappelle quand même quand on prend celui qui est à la tête aujourd'hui, Damiba, on se rappelle qu'il avait été cité quand même dans le procès là. C'était 2015 non sur la question des audios. Oui, comme témoin. Comme témoin, parce que sur la question des audios, on se rappelle que je pense qu'il avait une conversation avec Djibril Basolé qui tentait de le convaincre de ne pas descendre pour faire échouer le coup d'État. Donc on comprend un peu. On peut faire une petite lecture déjà dans les postures du moment. Donc c'était quelqu'un qui devait être dans la dynamique de faire échouer le coup d'État en son temps. Lequel coup d'État était celui c'était Diendéré. Donc je pense que ça, par exemple, ça nous permet d'avoir quelques lectures. Mais est-ce que les choses ont évolué? Dans quoi on est aujourd'hui? On ne peut pas se permettre d'aller plus loin, sinon que de faire de l'analyse fiction. D'accord. Alors, Jules Bouma, il y a aussi la question de ceux qui ont été arrêtés, le sort du chef de l'État. On a eu un tweet qui a créé la polémique. Ensuite, on a une lettre qui a été présentée comme celle du président du Faso qui signe sa démission. Vous avez parlé de ceux qui ont annoncé la prise de pouvoir. Nous ne sommes pas des fins connaisseurs de l'armée. On n'a pas reconnu quelqu'un de la gendarmerie. Aujourd'hui, on dit arrêté, pas arrêté, mis en sécurité par la gendarmerie. Un mot par rapport à aujourd'hui la question du chef de l'État. Non, ce qu'on sait, c'est que le chef de l'État a été infiltré par les gendarmes avant l'arrivée des mutins. Ça, c'est ce que nous avons. Et il était à la gendarmerie avec le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre pour leur protection. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, après, il y a eu des tractations parce que les gendarmes aussi ne voulaient pas remettre le chef de l'État à ceux d'en face qui réclamaient également le chef de l'État. Donc, il y avait aussi eu ces tractations. Alors, aujourd'hui, où est-il? Pour certains, il a été remis au mutin. Pour d'autres, il est toujours gardé à la gendarmerie. Donc, et on a vu cette photo vraiment pas très nette qui circule avec 2 soldats et un civil en face d'Anfani au milieu. Pour certains, c'est le chef de l'État. Pour d'autres, ce n'est pas lui. Mais la photo est très difficile, effectivement. C'est très difficile de compter sur cette photo pour savoir qui est réellement sur cette image. Bon, peut-être que je ne vois pas bien. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, actuellement, où il est réellement, ça c'est très difficile parce que même des sources à la gendarmerie indiquent qu'il y est toujours. D'autres sources également qui ne sont pas de la gendarmerie disent qu'il est entre les mains des militaires. Donc, j'ai dit, nous sommes effectivement dans cette situation où on ne sait pas où il est. Mais bon, les informations, que ce soit l'une ou l'autre, rassurent que le chef de l'État va bien, ou du moins l'ancien chef de l'État va bien. Donc, c'est ce qu'on sait. Et maintenant, par rapport à la lettre de démission qu'on a vue, effectivement, on l'a vu, j'ai dit bien, c'est même été lu à la radio, à la télévision nationale hier à l'issue de la session d'information. C'est signé Roch-Marc Christian Kaboré, on a vu la signature. Il y a eu de la polémique autour de la signature. Certains ont tenté de faire des authentifications, bien bref. Mais en tout cas, cette note manuscrite, pour ceux qui savent au moins comment le président écrit, qui ont déjà eu ces manuscrits pourront confirmer si c'est lui ou pas. Nous ne sommes pas, comment on appelle ça, ceux qui étudient les manuscrits, là, j'ai oublié le nom de... c'est pas des calligraphes. Il y a des gens également qui ont l'art de ces choses-là, pourront effectivement, les authentificateurs en chef pourront authentifier cela. Voilà. Donc, mais ils ne sont pas les seuls détenus. J'ai dit, il y a aussi ceux qui avaient été cités dans le cadre de ce putsch qui était annoncé, qui n'a pas eu lieu. Certains avaient dit que c'est une fausse piste. Donc, j'ai dit bien, il y a le lieutenant-colonel Zungrana et ces personnes-là aussi qui avaient été détenues. Alors, quel est leur sort aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont être élargis par leurs frères d'armes ou bien est-ce que la procédure va continuer? Voilà. Parce que pour beaucoup, ils sont détenus au niveau de la MACA. La MACA aussi, c'est Sangoulé la Mizana. C'est pourquoi quand les gens avaient entendu les tirs, ils se sont dit que ce sont les hommes de Zungrana qui demandent et qu'il a même été libéré pour aller arrêter le chef de l'État. J'avais vu, comme on appelle ça sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui a dit le lieutenant-colonel Zungrana a été libéré par ces hommes et a arrêté le président Kaboré. Là, c'était dimanche matin. Naturellement,
Nous n'avions pas cru à cette information parce que le scénario était trop facile. Pas que c'est impossible, mais c'était dans ces conditions-là parce qu'on était dans une situation où on ne savait pas qui contrôle quoi réellement. Donc, maintenant, où est le chef de l'État, où se trouve le PAN et le PM, Zungrana et ses hommes, et ceux qui ont été pris avec lui, bon, certainement, on pourrait être situé, comme on appelle ça, les temps à venir. D'accord. Alors, juge Va, c'est vrai que l'annonce de l'arrestation du chef de l'État et puis la prise de pouvoir n'ont pas laissé la communauté internationale indifférente. On a eu des communiqués de la CEDEAO, de l'Union africaine, qui demandaient la libération du chef de l'État et aussi que son intégrité physique ne soit pas mise en cause dans cette affaire-là. Finalement, que valent ces déclarations dans le contexte actuel quand on fait le lien avec ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé en Guinée? Bon, ce sont des déclarations de principe, parce qu'on connaît un peu comment ça fonctionne. Lorsque les coups d'État surviennent, ils sont dans le principe, au regard des textes même qui régissent l'espace, de condamner tout coup de force et tout. Maintenant, c'est vrai, la grande question, c'est qu'est-ce que ça ramène comme redistribution de cadre dans l'espace dans lequel on est, étant entendu que la Guinée, le Mali et maintenant le Burkina voient des militaires gérer donc le pouvoir. Je pense que ça doit remettre en cause chez ces chefs d'État la réalité de ce qu'ils pensent être la démocratie et son expression là. Dans leur entendement, il faut le revoir. Parce que c'est bien certaines inconduites et certaines façons de faire qui ont obligé à un retour à une ère qu'on pensait déjà passée et dépassée. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il devrait avoir un genre de remise en cause les concernant. La plupart du temps, on se rend compte que pour ce qui arrive, il y a un adoubement des populations. Il y a comme des populations qui applaudissent. Donc, il y a des questions à se poser entre la vision de la CEDEAO des chefs d'État là, et puis celle des peuples. Les attentes des peuples, les perceptions de la démocratie et les attentes de la façon dont ils devraient être gouvernés et dirigés. Je crois que ça remet beaucoup de choses en compte. Et quand vous regardez les donneurs de leçons qui font plus de 2 mandats, qu'est-ce qu'ils peuvent dire dans les situations dans lesquelles nous sommes? Et on se retrouve à la réalité à avoir plutôt des chefs d'État qui craignent pour ce qui pourrait leur arriver parce qu'ils savent que quelquefois ce qui est critiqué ici, ils l'ont comme dénominateur commun en termes de gestion. La façon de gouverner, la façon de gérer les deniers publics et puis la façon dont ils verrouillent leur peuple et même leur opposition. C'est quelquefois la tare et le mal qu'ils partagent ensemble. Et étant entendu que tout le monde sait que les mêmes causes produisent les mêmes effets, on est très craintif et on veut mettre des garde-fous pour que ça n'arrive pas chez nous. Alors que ce n'est pas ça le problème. Il faut repenser les choses. D'accord. Juste Bourman, vous voulez ajouter avec... Oui, je voudrais juste ajouter, je cherchais le mot par rapport aux écritures là. Voilà, graphologue. D'accord. Voilà, il y a des experts graphologues. Et parlant des capitaines, j'ai également dit sous-officiers, officiers subalternes, voilà, mais ce sont des officiers supérieurs. C'est le rectificatif que je voudrais apporter. Voilà. D'accord. Alors, il y a eu on a le cas burkinabé, il y a eu le coup d'État en Guinée, il y a eu le coup d'État au Mali. Je n'irai pas jusqu'à vous demander à qui le tour, mais finalement, est-ce que le syndrome, sinon le variant Goïta n'est pas contagieux comme beaucoup le disent? Non, en fait, on parle beaucoup plus d'un retour de coup d'État. À un moment donné, c'était stabilisé parce qu'on est rentré dans la démocratie sans mûrir les fondements, sans solidifier les fondements. Naturellement, ça va nous rattraper parce qu'on n'a pas construit les institutions fortes. Alors, nous sommes effectivement dans une telle situation. En Guinée, c'est venu parce que... D'abord, au Niger, c'est venu parce qu'il y a quelqu'un qui voulait faire un passage en force à travers le Tajarché. En Guinée, c'est venu parce que monsieur a forcé un 3e mandat. Au Mali, c'est la malgouvernance. Au Burkina aussi, c'est la malgouvernance parce que ce n'est pas un problème de respect de constitution. Parce que notre constitution, d'ailleurs, on l'a bétonnée. On a dit pas possible. Et même si vous finissez, vous ne pouvez plus revenir une autre fois d'ailleurs. Donc, nous, on a suffisamment bétonné ça comme ça. Mais bon, comme pour le moment, il est suspendu, on ne sait pas comment est-ce que ça va se passer pour la suite. Donc, quand on regarde, le coup d'État de ces pays s'explique par soit le non-respect des engagements vis-à-vis de la constitution, soit la mauvaise gouvernance. Ce sont les 2 raisons. Donc, on a beau verrouiller,
les putschs, la CEDEAO a beau bander les muscles, si la CEDEAO elle-même n'est pas conséquente vis-à-vis des tripatouilleurs des constitutions, vis-à-vis également des questions de bonne gouvernance, ça va être très difficile de le contenir. Parce qu'à un moment donné, c'est une frustration populaire et légitime. C'est cette frustration qui va déclencher effectivement les choses. Donc aujourd'hui, c'est une CEDEAO qui peine effectivement à se faire entendre. Donc, je dis bien, mais qui devrait également avoir le courage de dire à ceux qui veulent opérer des passages en force, comme ça l'a été en Guinée et en Côte d'Ivoire, de faire très attention et aussi de brandir un carton jaune ou un carton rouge vis-à-vis également de ces personnes-là, parce que ce sont des situations chrysogènes. Vous créez effectivement des crises en opérant effectivement ces passages en force. Babo l'a bien dit. Si la Constitution n'a pas permis la limitation des mandats comme au Togo, vous continuez. Mais si elle a permis, vous respectez. Parce que si vous ne respectez pas, on est dans des problèmes et nous sommes dans une telle situation. Nous sommes à plus d'1,5 million de déplacés internes. On n'a pas un copec de la CEDEAO pour aider à gérer. Maintenant, au Mali, on active une force en attente pour aller déloger des autorités. Alors qu'il y a la zone des 3 frontières, que cette force en attente composée de milliers d'hommes peut aller aider à gérer. Donc je pense qu'il faut être également conséquent. Est-ce que c'est un printemps de retour de coup d'État où on l'a vu à un moment donné, ou bien ça va vite se tasser? Là, on attendra de voir. Alors, dernière question au juge VA, peut-être pourrait réagir en 30 secondes. Vous l'avez dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On a vu les sanctions qui ont été prises contre le Mali. Est-ce que le Burkina Faso ne s'expose qu'à? Est-ce qu'on n'est pas dans le même scénario? Bon, on espère qu'on n'en arrivera pas là. Et puis, je pense que pour ce qui arrive, il y a le CEDEAO qui sera prompt à se remettre aussi en question. Parce que on est maintenant à 3 pays gérés par des militaires. En seulement 18 mois, on a eu 3 coups d'État, si ce n'est 4, parce que le Mali il en a connu 2. Il y a la Guinée et puis il y a maintenant le Burkina Faso. Donc, il y a une copie à revoir. Et je pense qu'il y a un genre de redistribution qui inverse aussi la tendance même en interne, même si on va parler de sanctions. Et ça mérite qu'on jette un regard. C'est pour cela, à 11h, on a d'ailleurs une édition spéciale là-dessus, avec des regards de personnes comme Abdoulaye Bari, le docteur Yaira Batchoula ou Bernard Bougma et puis Khalifa Siré, qui seront là pour jeter un regard critique sur ces situations-là dans nos États. Coup d'État au Burkina Faso et prise de pouvoir par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Quelles sont les implications? En tout cas, c'était le thème retenu pour la présente convocation. Merci, monsieur les juges, pour les analyses et décryptages. On se donne rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et WattFM.